couvrir aujourd'hui. Donc, je voulais juste mentionner la présence de Fanny Cazot, qui est directrice de l'évaluation pour le CLE. Elle est avec nous aujourd'hui pour, vous allez voir, elle fait partie de nos parties prenantes, puis elle va nous appuyer là, tout au long de la présentation. Donc, je vais la laisser se présenter un petit peu plus tard. Okay. Puis aussi, il y a Karine qui travaille pour le réseau santé de la Colombie-Britannique qui va être ici pour remplacer Benjamin aujourd'hui. Ah, pardon, je vais juste voir. Frédéric dit qu'elle ne nous entend pas. Je vais juste lui répondre, puis après ça, on va débuter. Parfait. Donc, on va espérer que Frédéric nous entende bientôt. Donc, je vais débuter par vous partager la présentation qu'on a. Ça ne sera pas bien long. Parfait. Donc, tout le monde voit l'écran principal. OK, super. Donc, aujourd'hui, on est vraiment ici pour parler de la stratégie globale de performance. Donc, qu'est-ce qui vous attend aujourd'hui? C'est, on va vous présenter les grandes lignes de la stratégie, mais aussi on va rentrer dans le concret en parlant des indicateurs de performance en vue d'une consultation qu'on aimerait faire avec vous par SurveyMonkey. Fait qu'on va plus expliquer la structure pour vous guider après ça dans votre analyse du tableau des indicateurs. Puis juste aussi vous mentionner qu'à 3 reprises, vous allez avoir l'occasion de donner vos commentaires, suggestions. Là, on a vraiment divisé la présentation en 3 grandes parties. Donc, ça va nous donner la chance de discuter tout le monde ensemble sur les différents éléments qu'on va voir aujourd'hui. Puis, c'est tout. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais aller voir. Voilà. Ah, vous voyez la présentation. Attendez, si je vous amène ici, est-ce que vous voyez la présentation? Désolée, Eve vient de m'indiquer qu'on voyait la diapo suivante. Je veux juste m'assurer que vous voyez bien la grande présentation et non la petite avec les notes. Il va peut-être falloir que tu partages un autre écran, je pense. Ah oui? OK, Dans ton désolée. partage. Petit problème technique. OK, on va recommencer. Désolée, on dirait que c'est jamais... Oui, c'est ce que je vais faire. OK. Parfait. Est-ce que ça fonctionne? Youpi, excusez, on est encore toujours en apprentissage avec ces bébelles-là. On va la voir. OK, super. Donc, avant d'aller plus loin dans la stratégie, on va vraiment répondre à la question pourquoi on a besoin d'une stratégie, pourquoi on a besoin de mettre autant d'efforts dans la stratégie globale de performance. Donc, un peu pour revenir sur les concepts qu'on a vus pour ceux qui étaient là à Toronto, on se rappelle d'avoir entendu l'importance d'avoir une mesure commune et aussi le besoin de valoriser nos résultats, ce qui nous amène vraiment à démontrer notre impact collectif. J'ai ramené ici là, les concepts que Santis avait apportés à Toronto, mais c'est vraiment le but d'avoir notre stratégie, c'est vraiment pour parler le même langage, pour mieux comprendre notre structure de mesure de résultats, puis aussi tout ça va nous permettre de mettre en place un outil facile pour recueillir les données. Puis ces données-là, pour que ça nous soit le plus utile possible pour démontrer ce qu'on fait, démontrer nos résultats. Donc, c'est vraiment de démontrer notre impact collectif. Donc, d'avoir plus de visibilité et aussi, malgré le fait de notre géométrie variable, c'est qu'on est capable de démontrer l'ampleur du mouvement puis qu'il y a une connexion entre toutes les provinces et territoires. Et aussi, ça facilite aussi notre argumentaire lorsqu'on va aller chercher de nouveaux financements ou de nouveaux projets. Donc, ça nous aide à ce niveau-là. Donc, on se rappellera tout au long de la présentation de garder ça en tête, là, vraiment l'impact collectif. Avant d'aller plus loin, on va vraiment rapidement le repasser à travers les grandes étapes qu'on a fait depuis le début de ce processus-là. Donc, 2016-2017, ça a vraiment été un apprentissage
Au niveau, on a commencé à avoir une première version du tableau de bord, on a développé des indicateurs de mesure du rendement, puis aussi on a commencé à modifier nos outils de reddition de compte. 17-18, ça a été une transition vers Parcours Santé 18-23, la programmation actuelle. Donc, on était capable de faire un tableau de bord comparatif. On avait 2 années pour le faire. On a aussi bâti le modèle logique 18-23. Donc, ça a été des étapes importantes. Et cette année, on s'est vraiment concentré sur le développement de la stratégie globale de performance. Et on est allé rechercher une ressource, donc avec le CLE, la firme du centre le centre de leadership en évaluation, pour vraiment nous appuyer dans cette démarche-là. Donc, sans plus tarder, je vais inviter Fanny à nous expliquer un peu le mandat du CLE, comment ils peuvent nous appuyer dans toute cette stratégie globale-là de performance. Donc, Fanny, à toi la parole. Donc, bonjour à tous. Oui, je suis Fanny Cazot, je suis directrice au service d'évaluation de programmes au CLE. Donc, c'est ça, c'est le centre de leadership et d'évaluation. Donc, rapidement, on est un organisme à but non lucratif. On intervient auprès des communautés francophones en milieu minoritaire. Et pour vous donner le contexte, on a plusieurs fois travaillé pour la SSF. On a notamment fait l'évaluation de la performance de la direction générale. Alors, vous avez peut-être entendu parler du CLE déjà. Donc c'est ça, la SSF a fait appel à nous l'an dernier, à peu près, pour fournir des conseils sur la mesure du rendement pour la programmation actuelle. Et donc, vous allez voir, on a réfléchi finalement à une stratégie intégrée en termes de mesure du rendement. Et donc, notre appui, on appuie du coup l'équipe de Maggie, de Caroline, pour élaborer cette stratégie. Et je pense que justement, dans les prochaines diapositives, on va avoir une vision plus concrète de l'aboutissement de ces réflexions, même si on n'est pas à la fin, là, mais justement, l'idée, c'était de vous montrer un peu, de faire une petite pause dans nos réflexions pour vous la partager et avoir votre point de vue sur ces différents éléments. Super, merci Fanny. Donc, tout le monde, si jamais vous avez des questions pour Fanny, vous allez avoir l'occasion de les poser aux 3 moments de discussion. Elle va être avec nous pour tout le long de la présentation. Merci Fanny. Donc, on va débuter encore un petit peu avec du contexte. Donc, vous vous souvenez de notre modèle logique. Donc, c'est vraiment ça qui guide tous nos travaux. Vous allez retrouver la structure du modèle logique, donc la zone de contrôle avec les extrants et la zone d'influence avec les résultats, un peu dans nos travaux entourant les indicateurs. Donc, c'est vraiment notre base. Puis, vous allez vous souvenir aussi, nos 5 destinations là, sont vraiment accrochées aux résultats ultimes. Donc, c'est ce qui guide également nos efforts. Et tout ça nous amène, bien sûr, à notre programmation Parcours Santé. Donc, on retrouve les éléments de la programmation qui nous mènent vers l'atteinte de nos résultats du modèle logique. Là, je passe rapidement parce que c'est des choses qu'on a déjà vues tout le monde ensemble, vues et revues. Donc, c'est simplement pour mettre la base de nos travaux. Puis maintenant, si on parle de la stratégie globale de performance comme telle, donc qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est vraiment la stratégie qui nous mène à la mesure de la performance de la programmation. C'est avec cette stratégie-là qu'on compte démontrer l'atteinte des résultats du modèle logique, puis de suivre aussi l'avancement des activités de la programmation. Ça comprend un peu toutes les étapes entre la planification et l'évaluation, incluant l'organisation de la collecte des données, la reddition de compte, mais aussi la mise en valeur. Et notre point de départ, c'est vraiment les indicateurs de mesure de rendement, de performance et de gestion. Ça inclut aussi les indicateurs qui sont obligés par Santé Canada, auxquels on a participé aussi à l'élaboration, mais ça inclut tout ça. On va revenir très rapidement aux indicateurs, mais on va poursuivre avec qu'est-ce que ça inclut, la stratégie de performance. Donc, on retrouve pas mal tout ce qui couvre entre le quantitatif et le qualitatif aussi. Donc,
au niveau des plans de travail, des rapports semestriels, mesures du rendement, le suivi de projet, suivi des destinations, les tableaux de bord, le cadre d'évaluation puis le répertoire des bons coûts. Fait que c'est un peu comment qu'on utilise l'information, mais aussi comment qu'on va la transformer. Donc, oui, les données qu'on recueille sont un petit peu plus quantitatives, mais on peut le transformer justement avec pour avoir le côté qualitatif de la valorisation, puis pour démontrer notre impact collectif aussi. Donc, c'est vraiment l'ensemble de la stratégie globale de performance. Donc, comme on a vu, ça couvre aussi l'évaluation. Donc, pour faire le lien avec les efforts qui ont été faits dans les années précédentes, donc il y a vraiment l'évaluation finale de Destination Santé 2018. Ça nous a aidé à bâtir la programmation Parcours Santé. C'est un travail qui avait été fait en collaboration et qui se continue avec PGF. Puis, qu'est-ce qui s'en vient entourant ce dossier-là? C'est vraiment les outils en lien avec l'appropriation et également un café virtuel présenté par PGF pour l'appropriation de l'évaluation finale qui s'adresse vraiment là, au réseau, employés de réseau et au conseil d'administration. C'est vraiment l'étape pour boucler la boucle, si je peux dire ça comme ça, pour l'évaluation finale de Destination Santé. Donc, vous allez recevoir une invitation pour ça pour le 22 mars prochain pour le café virtuel de PGF. Et ça nous amène aussi à planifier la prochaine période d'évaluation. Donc, pour l'évaluation de parcours santé 18-23, on est en train de développer le prochain cadre d'évaluation. C'est d'ailleurs en parallèle avec le CLE, donc avec Fanny et son équipe pour justement mettre les bases du nouveau cadre d'évaluation. Donc, il ne faut pas oublier que ça aussi, ça fait partie de la stratégie globale de performance. Les objectifs de la stratégie, donc au départ, quand on a commencé à bâtir la stratégie, on voulait vraiment mieux définir nos besoins et les besoins des bailleurs de fonds en matière d'information. Ça, c'était notre première grande étape. On avait aussi le souhait d'organiser la collecte de données pour qu'elle soit plus simple, plus standardisée, plus réaliste, réalisable, mais aussi d'optimiser la mesure de la performance, la reddition de compte de la programmation 18-23. Et aussi, le quatrième objectif pour nous, c'était important de pouvoir renforcer nos capacités en termes d'évaluation, donc de mobiliser autant la SSF que les réseaux en matière de performance et reddition de compte. Et bien évidemment, comme on l'a dit tantôt, c'est vraiment de s'équiper pour pouvoir démontrer notre impact collectif. Donc ça, c'est un gros élément, un des gros objectifs de la stratégie. Puis, ça nous mène à l'utilisation des données. Donc, ayant dit tout ça, tout ce qu'on a vu tantôt, l'utilisation possible des données, c'est vraiment afin de produire nos tableaux de bord pour le CA, pour le suivi de projet, de répondre à notre édition de compte qui est un mal nécessaire, si je peux le dire comme ça. Puis aussi pour que ça représente une source d'information, c'est-à-dire pour les rapports annuels, la mise en valeur des bons coûts, démontrer nos résultats. Donc, c'est ici qu'on retrouve aussi l'aspect quantitatif et qualitatif de la stratégie. Passons aux parties prenantes impliquées. Donc, dans ce projet-là, on souhaitait quand même impliquer les grandes instances de la SSF et des réseaux. Donc, ici, à la SSF, on s'occupe vraiment de la gestion du projet, du développement de la stratégie. On utilise également les outils, puis on mise aussi sur une stratégie d'appropriation qu'on va vous présenter plus tard. Le clé, donc comme on l'a dit tantôt, au niveau de la consultation, validation et de l'accompagnement, c'est vraiment le rôle. Le comité d'évaluation et de recherche qui est mandaté par le CA, c'est vraiment pour valider, pour nous donner les orientations, pour valider notre démarche. Fait qu'on a des points de rencontre avec eux pour vraiment, ils suivent vraiment l'évolution de la stratégie. Donc, les directions générales des réseaux, c'est vraiment en termes de consultation, de tests. Quand on va arriver, on va vous parler du groupe test et vous allez bien sûr utiliser les outils. Puis le CA, le grand rôle, c'est vraiment la réception de la stratégie et l'utilisation des outils éventuellement aussi. Donc, c'est vraiment les parties prenantes impliquées dans ce projet-là. Ce qui nous amène à un peu vos commentaires. Donc, est-ce que vous avez, à date sur la première portion que je viens de vous présenter, qui était plus un peu le contexte. Donc, avant de rentrer dans le plus concret, si vous avez des commentaires, suggestions sur qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait et l'utilisation des données, ce serait le moment. Puis là, je ne vous vois pas tous, donc prenez la parole quand vous voulez. Oui, Barbara, est-ce que... Oui. Oui, j'avais dit, quand j'ai vu les objectifs, j'ai été un peu estomaquée.
OK. Parce que tu ne peux pas avoir des parties prenantes qui sont identifiées si tu ne les impliques pas dans les objectifs. Puis, si tu reculais à la page des objectifs, parce que c'est difficile de s'en rappeler par cœur, Oui. mon commentaire est que mieux définir les besoins de la SSF et du bailleur de fonds en matière d'information, mais à nulle part on parle. Puis après, il y a mobilisé la SSF et les 16 réseaux en matière de performance. Si les besoins des réseaux, à quelque part, moi, je trouve qu'il manque quelque chose pour aider, comme soutenir les réseaux dans l'amélioration de leur performance ou dans leur contribution à l'amélioration de la performance collective. C'est que si tu n'as pas un objectif autre que de faire travailler les réseaux, pour moi, tu manques le bateau d'une stratégie d'analyse de performance d'un mouvement national. OK, parfait. Oui, c'est noté. Puis je pense que c'était dans notre radar, mais c'est bien de le formuler dans les objectifs clairement Oui, comme ça. parce qu'autrement, c'est comme si tu disais, on analyse notre performance, non pas pour s'améliorer comme mouvement, mais parce qu'on veut faire plaisir à Santé Canada. C'est ça que je vous dis là. Juste un commentaire pour critique constructive. Merci. Oui, bien parfait. Merci. Si c'est perçu comme ça, c'était pas l'intention du tout. Fait que oui, parfait, on va modifier la façon de décrire nos objectifs parce que c'est comme tu viens de le dire, c'est vraiment pour soutenir les réseaux afin qu'on soit capable de démontrer notre performance globale à tout le monde, là. Donc, parfait. Merci, Barbara. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires, questions sur les grandes étapes, le contexte qu'on vient de présenter? Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, pardon, puis juste vous dire aussi dans le SurveyMonkey qu'on va vous proposer à la fin, vous allez avoir la chance aussi de vous exprimer sur ces points-là également. Désolée, je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Parfait. Donc, on va tomber tout de suite dans le concret avec les prochaines étapes. Parfait, désolée, je suis vue dans le commentaire. Donc, Frédéric doit nous quitter. Merci Frédéric. Puis juste vous dire, la présentation va être disponible en ligne aussi pour visionnement. Donc, parfait. Donc, les prochaines étapes. C'est vraiment notre calendrier à grande échelle, donc jusqu'en hiver 2020. Donc, c'est vraiment 1 an de travaux qu'on va expliquer aujourd'hui. Donc, on a vraiment 3 phases. Donc, la phase de conception, d'expérimentation et d'implantation. Et vous allez voir les étapes divisées un peu par saison. Puis, il y a également notre stratégie d'appropriation qu'on veut faire tout au long de ces étapes-là. Donc, pour commencer en hiver 2019, on est vraiment dans la validation, dans la finalisation des indicateurs, dans la validation des contenus, standardisation des données. Cette étape-là se poursuit au printemps. Puis là, je vous l'ai fait rapidement parce qu'après ça, on va rentrer dans chaque phase, là. Donc ensuite, en été 2019, on vise le début du développement de la solution technologique de l'outil. À l'automne, on rentre en expérimentation, donc avec le groupe test composé de DG volontaires et de membres du CER volontaires également, dans le transfert de données, la formation. Puis en hiver 2020, on veut vraiment débuter le cycle 2021 dans l'outil et de finir le cycle 19-20 dans l'outil également. Tout au long de ces étapes-là, on souhaite faire des activités d'appropriation. Donc, c'est vraiment pour renforcer les capacités des parties prenantes, pour avoir une compréhension commune de tout ce processus-là et des résultats attendus aussi associés avec la stratégie. Puis aussi un peu la gestion de changement de nos habitudes, parce que ça va impliquer d'avoir des nouveaux outils qui vont nous faciliter la vie, c'est sûr, mais ça demande quand même une période d'adaptation. Puis, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs étapes dans ce processus-là. Puis, on veut se donner le temps de respecter chacune de ces étapes-là. On a le goût d'arriver tout de suite à l'outil, puis quand on a fait le calendrier, on trouvait que c'était très loin, hiver 2020, mais en même temps, si on veut bien le faire, il faut se donner la chance de respecter ces étapes-là. Donc, on va rentrer dans le détail. Donc, au niveau de la conception, donc, hiver-printemps. Donc, finalisation des indicateurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut finaliser la définition de chaque indicateur, de clarifier l'utilisation des données et
à la validation des contenus, donc les choix de réponse, standardisation des données, et c'est là qu'on va rentrer aussi l'élaboration des cibles pour chaque indicateur. Ensuite, on passe à la validation du chemin de données. Donc, un peu de quand on a la donnée jusqu'à son utilisation. Donc, pour voir le lien logique entre la production et l'utilisation. Et on passe à l'été pour le développement de la solution technologique, donc le recrutement de la firme, le recrutement du groupe test et bien sûr la programmation avec la firme pour arriver au livrable de l'outil. Donc en vert, vous pouvez voir, ce sont toutes des étapes d'appropriation qu'on a déjà ciblées avec différentes parties prenantes. Donc la prochaine étape, donc à partir de demain, c'est vraiment la consultation par SurveyMonkey pour les directions générales. Donc jusqu'au 29 mars, il va y avoir cette étape-là. Il va y avoir un autre SurveyMonkey mois d'avril-mai pour vraiment revenir sur les choix de réponse, la standardisation des données. Ensuite, on vise une validation par le conseil d'administration en juin. Donc, c'est le comité d'évaluation recherche qui va avoir été dans le fond, consultés tout au long des étapes qui vont à leur tour présenter au conseil d'administration la stratégie. Puis ensuite, à l'été, ça va être le groupe test là, des DG et du comité d'évaluation et recherche. Donc, ce que vous avez remarqué dans la conception, c'est que vraiment, pour que la mesure des résultats fonctionne et que les données recueillies soient utiles, on veut vraiment que tous les utilisateurs comprennent bien l'importance de chaque donnée et l'importance de leur rôle dans la cueillette de données aussi. Donc, ça va guider un peu les travaux pour hiver, printemps et été. Si on saute dans la phase d'expérimentation, ça c'est vraiment à l'automne prochain, automne 2019. Donc, il va y avoir une activité d'appropriation au niveau de la mise à jour de la production de l'outil avant de débuter le groupe test. Donc, une fois que le groupe test va être formé, ils vont pouvoir faire un essai dans l'outil directement pour remplir leur rapport semestriel S1. Puis ensuite, ça va nous amener à faire des ajustements avec la firme de programmation. Ensuite, à l'automne, on va également faire le transfert des données 19-20. Donc, on veut préparer les outils en entrant les données des plans de travail 2019-2020 pour pouvoir être capable de finir le cycle après ça dans l'outil. Fait que nous, c'est la période de transition entre les deux modèles d'outils qu'on a présentement, donc entre les Excel et la version qu'on va avoir ultérieurement. Donc, c'est cette transition-là. Entre les deux, bien, il va y avoir une validation. On ne sait pas encore sous quelle forme parce que c'est quand même loin, donc ça nous donne le temps de voir qu'est-ce qui est la meilleure option, mais une validation avec les directions générales et le comité d'évaluation recherche. Et à l'automne, on va entrer dans la formation. Donc, autant pour nous, l'équipe SSF, que tous les parties prenantes utilisateurs que j'ai nommés tantôt. Donc, ça va être vraiment la période de formation. Et on rentre dans la période d'implantation, donc en hiver 2020. Alors, comme je disais tantôt, on souhaite débuter le cycle 2021 avec les plans de travail qui sont faits dans l'outil et on finit le cycle 2019-2020, donc le S2 et le CMR dans l'outil. C'est vraiment ce qu'on vise et aussi il va y avoir de l'appui et accompagnement à travers tout ça, là. Donc, ça va être à venir également. Ça serait les grandes étapes de notre calendrier. Est-ce que vous avez des questions, commentaires justement sur le processus qui est prévu, votre implication à travers tout ça? Je sais que ça fait beaucoup. Je peux revenir à la flèche si vous voulez. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions, commentaires? Vous pouvez prendre la parole étant donné que je ne vois pas toutes les caméras. Allô Maggie, c'est Marc. Oui. Je veux juste être sûre de bien comprendre. En fait, quand on parle d'un outil, c'est que ça va être un genre de logiciel, puis la remise de données va se faire par logiciel au lieu des tableaux Excel. C'est de ça qu'on parle? Ou... Oui, c'est ça exactement, oui. Puis merci de le préciser. Donc, c'est ce qu'on souhaite, là. Notre grand rêve depuis le début, c'est d'avoir quelque chose qui est en ligne, que tout le monde peut remplir toute l'année consécutive, pas besoin d'attendre d'avoir un mois avant la remise. Donc, oui, c'est ça. Donc, on est en train de faire
la recherche de différents outils. Donc, avec le CLE, ils nous font un peu une étude comparative de différentes solutions technologiques. Donc, on a commencé à regarder FileMaker, Access, tout ça. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, si vous connaissez des outils que vous pensez qui pourraient être appropriés, vous pouvez me les transmettre à moi, puis je vais communiquer le tout avec Fanny. Mais oui, c'est quelque chose, un logiciel qu'on vise. Merci. De rien, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions, commentaires, suggestions? Maggie, c'est Annie. Oui. Dans tout ça, parce que là, on a fait quand même une première année, Oui. est-ce que ce que vous allez nous demander, les indicateurs, la façon qu'on produit les rapports semestriels vont être très différents? J'ai l'impression qu'on s'en va vers quelque chose de très différent, mais peut-être que je me trompe. Et l'autre question, c'était est-ce que les projets vont être aussi là-dedans? Donc, ce ne sera sûrement pas juste le réseautage, il va y avoir les projets, il va y avoir une standardisation dans tout ça, parce que là, la façon qu'on rapporte sur les projets est assez différente du réseautage, là. Donc, c'est ça ma question. Oui, donc oui, l'objectif, c'est d'avoir le réseautage et les projets dans un outil. La forme, après ça, ça va un peu dépendre de la solution technologique qu'on choisit. Nous, on voulait avoir quelque chose quand même de simple, de flexible. Donc, c'est sûr qu'on n'aura peut-être pas la même façon que dans les gabarits Excel, mais on souhaite avoir la même structure, donc de parler de sous-activités, d'extrants, de public site, d'avoir quand même toutes les données qu'on recueille. C'est peut-être la présentation qui va changer, mais le contenu va être sensiblement le même, là. Allô Maggie, c'est Pauline. Écoute, Oui. je voulais savoir, parce qu'à un moment donné, on avait les Google Docs qui menaient beaucoup de problèmes parce que quand on travaillait tout ça, est-ce qu'avec cet outil-là, c'est qu'on va voir seulement notre partie à nous ou quand on va être deux à travailler, on va tout voir comment ça va fonctionner? Puis là, je n'ai pas les détails de la solution technologique qu'on va choisir encore, mais je ne pense pas qu'on veut aller vers l'option comme les Google Docs, que tout le monde voit ce que tout le monde fait. Parce qu'on a pu voir que ce n'était pas l'idéal. Donc, je ne peux pas dire exactement comment ça va être si vous allez avoir votre page par réseau ou comme ça, mais c'est sûr qu'on ne privilégiera pas l'option Google Doc que tout le monde voit tout. OK. Ouais. OK, parfait. Merci. Merci à toi. Barbara, moi, j'avais juste un commentaire plus qu'une question. Oui. C'était dans le même sens qu'Annie. Moi, ce que je souhaite surtout, c'est que ça fait quand même 15 ans que ce mouvement-là existe et qu'on a développé des cadres, puis des modèles, puis des indicateurs. C'est que tout ne change pas pour cette nouvelle stratégie-ci. Qu'on reste quand même, tu sais, parce qu'à toutes les fois, on a dit on va simplifier, mais on a toujours un nouvel outil. Ça fait que j'espère que si on se lance dans un nouveau de cette nature-là, qu'on le gardera pour 5 ou 10 ans, puis pas rien que pour 2 mois, parce que ça devient assez lourd. Ça fait que mon message, c'est bâtissons sur ce qui existe déjà. Essayons pas de tout réinventer. Oui, merci Barbara. Puis c'est un peu pourquoi notre processus s'échelonne sur 1 an et plus, là, parce que ça fait déjà quelques mois qu'on y travaille et comme tu viens de dire, ça fait des années qu'on bâtit un peu pour arriver à la stratégie. Donc, oui, pourquoi ça nous prend du temps? C'est parce qu'on veut bâtir quelque chose qui va durer longtemps, qui va nous être utile, qu'on n'aura pas besoin de changer à toutes les années. Donc, ça, c'est définitif. Oui, merci Barbara. Puis, effectivement, là, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits entourant la performance, reddition de compte, les indicateurs. Donc, tout ça nous aide à bâtir la stratégie. Là, on n'a pas rien jeté à la poubelle pour recommencer à zéro. C'est vraiment quelque chose qui a été construit au fur et à mesure. C'est juste que là, on l'a structuré de cette façon-là. Merci beaucoup. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Parfait. Donc, ça nous amène à vraiment rentrer dans le travail concret, donc de tomber dans les indicateurs. Je vais laisser la parole à Fanny qui va nous expliquer, dans le fond, pourquoi c'est les indicateurs qui est notre point de départ, pourquoi qu'on a décidé de commencer par là. Donc, c'est ça, nous, donc avec l'équipe de Maggie, Caroline et Serivan, on est ensemble depuis septembre dernier à peu près. Et nos premières réunions, elles ont consisté à faire un petit état des lieux des défis et des attentes qui pourraient
voilà, par rapport à la mesure du rendement. Et comme Maggie l'a un petit peu dit quand elle a présenté les objectifs, parmi les défis, il y avait l'existence de plusieurs outils, de plusieurs besoins en termes de mesure de rendement. On a Santé Canada qui a besoin d'indicateurs et d'outils spécifiques, et puis il y a vos besoins propres à la SSF et au réseau. Donc le défi, c'était finalement d'avoir une stratégie intégrée et un outil unique, et encore une fois qui réponde aux objectifs qu'a listé Maggie, et notamment un objectif de simplicité. On voulait des indicateurs et un outil de mesure du rendement qui permettent de répondre à plusieurs fonctions, donc à la fois la reddition de comptes auprès du bailleur de fonds, mais aussi le suivi et la présentation du rendement auprès du conseil d'administration, auprès des différentes parties prenantes à la SSF. Donc, par rapport à ces différents objectifs, on a remarqué qu'il y avait un document qui existait déjà et qui avait été développé donc, par le service de Caroline et Maggie, qui est donc un tableau d'indicateurs qui avait déjà été démarré, élaboré pour la programmation 18-23. Et finalement, ce tableau, ça nous a servi de point de départ. On s'est dit que ce serait bien d'avoir finalement tous les indicateurs au même endroit et de préciser pour chacun d'entre eux quelle serait leur fonction, à quoi ils servent, pour qui et pour quel usage. Donc, est-ce que c'est des indicateurs de Santé Canada ou bien des indicateurs plutôt opérationnels pour du suivi opérationnel, ou plutôt stratégique pour le conseil d'administration, etc. Donc, c'était un petit peu de flécher les différents indicateurs de suivi du rendement pour chaque élément du modèle logique qui existait lui aussi. Donc, en fait, on n'est pas parti de zéro. Il y avait déjà beaucoup de travail qui avait été démarré. Maggie nous avait fait passer plusieurs documents, et des documents de réflexion, parfois des documents internes, mais qui nous ont servi de point de départ, donc, pour bâtir un tableau qui permet d'avoir d'un seul coup d'œil tous les indicateurs essentiels, puisque dans cet esprit de simplicité, c'est de faire un tri aussi et de garder seulement les indicateurs qui sont importants, utiles pour montrer les résultats et pour couvrir l'ensemble des besoins en termes de suivi pour la SSF. Donc, on s'est appuyé sur un tableau existant et l'équipe, c'est ça, de Caroline a essayé de travailler depuis septembre pour le compléter et trouver les bonnes formulations, trouver la façon de collecter les données qui va être la plus simple et la plus claire possible pour que tout le monde puisse s'y retrouver, puisque l'idée, c'est que ce soit aussi un tableau commun à tous, donc aux 16 réseaux à la SSF, pour que tout le monde puisse faire remonter leurs données dans un seul outil. Donc, c'est ça, le point de départ, c'est un tableau qui existait déjà et que Maggie en particulier a complété, va certainement vous présenter juste après. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander. Oui, merci Fanny. Donc, oui, le fameux tableau. Donc, on va parler un peu de, justement, comment on a créé ce tableau-là, puis comment il a été développé, donc la méthodologie derrière tout ça. Le tableau, il est quand même 4 pages, donc on ne voulait pas vous le présenter ligne par ligne aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on va vous partager après. C'est là-dessus qu'on va vous demander votre consultation par SurveyMonkey. Je vais vous présenter cette structure-là, mais on ne va pas passer au travers aujourd'hui ensemble. Donc, le tableau des indicateurs a vraiment été développé. Premièrement, on a fait un travail d'alignement entre les indicateurs de Santé Canada qui nous étaient imposés et le modèle logique de la société et des réseaux. Donc, c'est vraiment l'alignement
bâti avec lequel on a débuté. Ensuite, on a fait la révision des indicateurs utilisés en 13-18. Donc, comme le dit Fanny, il y avait déjà des indicateurs qui existaient pour la période précédente de destination. Donc, on a ressorti ces indicateurs-là, puis on a fait vraiment le travail de dire, OK, lesquels on veut conserver, lesquels sont encore d'actualité. Puis, je veux dire, à travers tout ça, il y a eu un apprentissage qui a été fait aussi dans la dernière période. Donc, ça nous a permis de parfois réécrire certains indicateurs pour les clarifier. Donc, c'était vraiment la troisième étape, là, de rédiger de nouveaux indicateurs selon les besoins de la programmation, puis de se baser sur les apprentissages de 13-18. Ensuite, on est rentré dans la phase de vérification SMART. Donc, s'assurer que chaque indicateur était spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et défini dans le temps. C'est vraiment ce qui nous a guidés à faire la bonne écriture des indicateurs. Puis, on a identifié également la méthodologie de cueillette de données. Donc, est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on est capable de collecter les données pour ces indicateurs-là? Ça a été une de nos grandes questions. Ensuite, la prochaine étape, ça a été de lier les indicateurs d'extrants et de résultats. Donc, vous savez, dans le modèle logique, on a notre zone d'influence qui sont les résultats, mais on voulait être capable de dire tel indicateur va être capable de répondre à tel résultat. Donc, un peu de faire la chaîne logique entre ce qui est produit et qu'est-ce qu'on veut faire changer. Donc, ça, c'est un travail qui a été fait aussi. Et on a travaillé à définir chaque indicateur. Donc, vraiment préciser notre pensée, parce que un indicateur, c'est un simple énoncé. Là. Donc, ça a été de le définir, qu'est-ce que ça inclut, qu'est-ce qu'on n'inclut pas dans cette mesure-là. Parce que aussi, un tableau d'indicateur, on ne peut pas lui donner tous les rôles. Donc, c'était vraiment de circonscrire ce qu'on pouvait atteindre avec ces indicateurs-là. Donc, comme vous allez voir tantôt, ils sont divisés en catégories, donc les indicateurs d'extrants et les indicateurs de résultats. Puis, comme je viens de le dire, les données recueillies avec les indicateurs d'extrants vont servir à nourrir les indicateurs de résultats. Donc, juste pour préciser aussi, donc la distinction entre les indicateurs de performance et de gestion, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le tableau que vous allez avoir. Donc, le tableau de bord de performance qu'on vise à produire avec ces données-là, c'est vraiment plus au niveau de la gouvernance, puis ça va nous servir à monitorer les indicateurs propres au volet stratégique de la SSF et des réseaux. Donc, c'est plus au niveau des résultats. Et il y a aussi la portion gestion. Donc, c'est vraiment plus au niveau de nous, vous, les directions générales des réseaux, l'équipe programmation de la SSF et les membres de la gouvernance aux besoins pour certains indicateurs. C'est vraiment plus pour monitorer le volet opérationnel, donc plus le suivi des activités et des extrants dans la programmation. Donc, vous allez pouvoir voir, comme on a dit tantôt, on a réutilisé les indicateurs de la période 13-18. Dans le tableau, vous allez voir, ils sont indiqués par un crochet, ceux qui ont été repris, donc ceux qui étaient dans la programmation précédente qui ont été repris. On ne voulait pas perdre cette notion-là pour voir le lien logique entre tout ça. Puis ceux qui n'ont pas été repris pour diverses raisons, donc on a le premier, partenariat et un pouvoir d'influence direct sur l'offre de services. Par contre, on le retrouve formulé différemment dans un résultat. Pourcentage des partenaires ayant eu une contribution directe à un dossier prioritaire de la programmation. Donc, étant donné qu'on travaillait par dossier levier dans la programmation précédente, comment qu'on a ramené ce volet-là, mais de façon différente, c'est vraiment de lier chaque indicateur avec une destination. Donc, on retrouve quand même le lien qu'on peut dire dossier prioritaire, mais au lieu d'être des dossiers leviers, c'est lié à des destinations. L'indicateur qui n'a pas été repris aussi, c'est le nombre de lois, politiques, règlements et plans de services de santé. Donc, c'est quelque chose qu'on veut continuer à regarder, mais qu'on a décidé de ne pas le mettre dans le tableau des indicateurs, mais c'est quand même quelque chose qu'on va rester à l'affût. Et les bons coups, histoire à succès, ça faisait partie du tableau de bord de destination santé. On ne veut pas l'enlever au complet, mais on ne l'a pas mis dans les indicateurs puisque c'est une façon, les données recueillies avec les indicateurs vont nous permettre de valoriser des histoires à succès, des bons coups, mais ce n'était pas un indicateur comme tel. Donc, c'est pour ça qu'on l'a enlevé du tableau. Là, on va tomber vraiment dans la structure du tableau, donc vraiment
vraiment colonne par colonne, ligne par ligne. Mais c'est ça, c'est plus pour vous expliquer qu'est-ce qui va être contenu dans le document PDF que vous allez recevoir. Oui, donc je viens de voir, Annie nous mentionne que ce serait intéressant de voir le tableau de bord de performance qui est remis au CA de la SSF pour être un modèle suivi qu'on pourrait également utiliser, adapté chez nous. Assurément, Annie, oui, c'est quelque chose qu'on retient puis qu'on va pouvoir vous partager avec plaisir. Il n'y a pas de problème. Donc, la structure du tableau. Puis là, c'est un petit peu petit, là, mais je vais pouvoir vous les détailler. Puis dans votre PDF, ça va être un petit peu plus gros. Donc, la structure du tableau. On retrouve vraiment les colonnes, donc le nom de l'indicateur et sa catégorisation. Les indicateurs sont classés donc selon extrant ou résultat et je vais rentrer un petit peu plus dans la précision de chacun après. Donc, nom de l'indicateur. Les colonnes en bleu ici, c'est pour savoir qui en a besoin de ces indicateurs-là. Donc, est-ce que c'était quelque chose qui était obligatoire, demandé par Santé Canada? Est-ce que c'est quelque chose qui était présent dans le tableau de bord de destination, donc 13-18? Est-ce que c'est quelque chose qui va être utile pour le tableau de bord de performance ou le tableau de bord de gestion? Donc, c'est vraiment, on a choisi le système par crochet pour identifier le tout. Donc, chaque indicateur a le même procédé. Et on a identifié aussi à quelle destination c'est utile. Donc, il y en a, par exemple, il y en a plusieurs que c'est transversal, qu'on se dit que, par exemple, le nombre d'occasions d'apprentissage, bien, ça peut répondre à plus qu'une destination, mais il y en a qui sont un petit peu plus ciblés, là. Donc, on se rappelle nos destinations, le service et programmes accessibles, ressources humaines mobilisées, captation de la variable linguistique, la norme d'accessibilité linguistique et les communautés engagées et outillées. Donc, on est capable de, chaque indicateur, on est capable de faire le lien avec une de nos destinations. Ensuite, on a la définition de l'indicateur. Donc, par exemple, si on prend le premier, nombre d'occasions d'apprentissage, bien, on a la définition officielle, si on peut dire, de c'est quoi une occasion d'apprentissage et ensuite, qu'est-ce qu'on inclut ou non. Donc, c'est des choix qu'on a faits parfois. C'est là-dessus aussi qu'on va vous demander de commenter pour savoir si ça reflète bien vos besoins et vos réalités. Donc, c'est le travail qui a été fait. Et même chose, méthodologie. Donc, on a pu identifier qui va remplir quoi et de quelle façon. Donc, la méthodologie, c'est cette question-là qu'on s'est posée, à savoir, est-ce que c'est tous les réseaux et la SSF qui doivent remplir cet indicateur-là? Est-ce que c'est simplement un de nos partenaires, par exemple, avec les projets nationaux? Ou en tout cas, c'est cette réflexion-là qui a été faite aussi pour chaque indicateur. Donc, si on continue, donc le tableau est divisé en 3 grosses sections. Donc, puis là, je vous mets des codes de couleurs. Là. Ça devient un peu mêlant quand vous n'avez pas le tableau devant les yeux, mais c'est pas si compliqué que ça, vous allez voir. Donc, les sections en bleu, c'est vraiment les indicateurs d'extrant. Donc, là-dedans, on retrouve nos occasions d'apprentissage, les partenariats, les services d'appui et les produits de connaissances. Et au total, il y a 15 indicateurs vraiment qui sont reliés aux extrants comme tels. Donc, vous allez avoir la même structure pour chaque indicateur, mais donc à retenir que bleu, c'est vraiment pour les extrants, mais le tout est identifié quand même là, dans le tableau. Ensuite, la section, puis aussi, vous allez voir, là, les couleurs, c'est vraiment pour s'arrimer avec le modèle logique. Donc, il y a ce lien-là qu'on est capable de faire également quand vous allez voir la structure du tableau. La section en vert, c'est vraiment tous les indicateurs de résultats, donc les résultats immédiats, intermédiaires et ultimes. Il y a 13 indicateurs au total. Puis vous allez voir, parfois, c'est la formulation telle quelle de Santé Canada, mais qui nous est également utile. Donc, des fois, c'est ça qu'on a précisé, qu'est-ce que ça veut dire pour nous exactement, et on a précisé certains termes. Donc, je peux donner un exemple, comme le résultat immédiat, pourcentage de professionnels de la santé et personnel d'accueil qui se disent soutenus et équipés par des réseaux de santé pour avoir les connaissances, compétences nécessaires pour travailler avec les CLOS. Donc, nous, c'est avec les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire. Donc, on a défini qu'est-ce que ça veut dire soutenu et équipé dans notre contexte. Qu'est-ce qu'on réfère comme professionnel de la santé et à quoi qu'on réfère quand on parle de personnel d'accueil. Donc, c'est ce niveau-là de définition qu'on a donné dans le tableau.
Et par exemple, ici, la méthodologie, ben, on réfère, donc les résultats, c'est vraiment les sondages de mi-parcours et final, et ça va être à déterminer la façon de faire avec les évaluateurs. Mais on est capable d'inclure qu'avec les extrants 1 à 8 et 13,5, c'est vraiment avec ces extrants-là qu'on est capable de répondre à ce résultat-là. Donc, c'est ce niveau de détail-là qu'on retrouve dans le tableau. Et ensuite, à la fin, une petite nouveauté qui ne s'accroche pas directement avec le modèle logique, mais on trouvait important quand même de l'identifier, c'est un peu plus les indicateurs opérationnels. Donc, les indicateurs plus opérationnels pour SSF réseau et les indicateurs performance du CA. Donc, pourquoi on n'a pas, c'est pas développé encore beaucoup, c'est parce que ces indicateurs-là seraient personnalisables pour chaque réseau. Donc, si on prend un exemple, le pourcentage de fonds utilisés, nous, on avait ajouté le nombre moyen d'ouverture de notre infolette et des bulletins, le pourcentage d'augmentation d'interaction sur les médias sociaux. Fait que c'est des indicateurs qui peuvent être personnalisables selon vos besoins et selon votre réalité. Puis les indicateurs de performance de la SSF, c'est quelque chose qu'on voulait garder en tête avec le développement de la planification stratégique qui a lieu aussi en parallèle cette année. Donc, c'est vraiment la structure du tableau. Ensuite, dans notre processus, une fois que le tableau va être validé, que les contenus vont être validés, on voulait simplement vous mentionner que une fiche d'indicateur va être produite pour chaque indicateur. Donc, c'est vraiment une bonne pratique à avoir étant donné qu'on est plusieurs acteurs dans cette stratégie-là. Donc, ça permet d'avoir une continuité dans les idées, mais qu'il y ait une compréhension claire aussi de chaque indicateur. Ça devient un peu nos documents de référence là, pour le tableau d'indicateurs. Donc, le tableau, c'est un peu un snapshot de la mesure de la performance. Puis après ça, on rentre en détail avec les définitions, à qui ça s'appartient, la source de données, la cible, les données de référence et tout. Donc, c'est un travail qui va être fait aussi après. Oui, donc bonjour Élise. Élise, elle vient de se joindre à nous. Parfait. Donc, aussi en parallèle, donc une fois que les indicateurs vont être validés, puis en fait, c'est déjà commencé là, le travail de l'élaboration d'un lexique. Donc, le lexique, vous savez, on en a déjà produit un. On a vraiment évolué avec cette idée-là. Le but d'avoir un lexique, c'est vraiment de définir les concepts puis d'aider un petit peu à la standardisation, de définir qu'est-ce qui est compté. Donc, certains mots, certains termes qui sont définis dans le tableau des indicateurs ne se retrouvent pas nécessairement dans le lexique et vice-versa, mais il y avait des choses qui étaient importantes à définir pour décrire un peu les termes qui étaient associés à la programmation. Donc, je vais vous donner 2-3 exemples de qu'est-ce qu'on retrouve dans le lexique. Donc, par exemple, la définition du réseautage, la définition d'un de nos groupes de partenaires, donc institutions de formation, puis la définition d'un de nos extrants. Donc, c'est ce genre de niveau-là de définition qu'on retrouve dans le lexique aussi. Il est quasiment final, mais on attendait l'étape de la standardisation des données pour terminer le lexique. Parfait. Donc, une fois sachant ça, ayant tout ça en main, bien sûr, on veut pouvoir l'utiliser puis le démontrer. Donc, je vais vous montrer un exemple d'utilisation de données. Donc, c'est vraiment avec des chiffres fictifs, là, mais ça peut nous donner une idée de tableau de bord. Donc, l'indicateur 1, qui est le nombre d'occasions d'apprentissage. Donc, la façon qui va être collectée, les données vont être classées selon des sous-catégories. Donc, est-ce que c'est un webinaire, des ateliers reliés au Café de Paris, des ateliers reliés aux efforts de FrancoDoc, FrancoPro? Est-ce que c'est des forums ou c'est d'autres types d'occasions d'apprentissage? Donc, on est capable de faire un portrait plus spécifique des extrants qui ont été produits. Dans cet exemple-ci, c'est pour les occasions d'apprentissage. Donc, ça nous permet de mettre plus de détails. Et un autre exemple, donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en combinant 2 types d'indicateurs, on est capable de mettre en valeur une pratique. Donc, puis encore là, c'est des chiffres fictifs, là, mais donc, par exemple,
45 ateliers de Café de Paris ont eu lieu à travers le Canada. C'est donc 96 personnes travaillant dans les institutions de santé qui pratiquent et améliorent leur français. Donc, c'est vraiment en combinant 2 indicateurs qu'on est capable de ressortir, de valoriser cette pratique-là. Puis, comme on disait depuis le début, c'est une façon de démontrer notre impact collectif. Donc, en prenant les données de chaque province et territoire, on est capable de donner un portrait national d'une initiative qui est commune à plusieurs réseaux. Puis, ça nous amène aussi, pour ceux qui étaient là à Toronto, là, de toutes les données qui sont recueillies par rapport aux projets nationaux. C'est un bon exemple aussi de mesures communes qu'on peut démontrer l'ampleur du mouvement avec une initiative qui est semblable, mais qui est appliquée différemment dans chaque province et territoire. Parfait. Donc, on est rendu maintenant à vous. Si vous avez des commentaires, suggestions au niveau puis des questions sur le tableau des indicateurs, les fiches, l'utilisation des données. Puis après ça, on va tomber un petit peu plus dans le détail des prochaines étapes, puis votre implication dans le SurveyMonkey. Maggie, c'est Pauline. Écoute, je n'étais pas à Toronto, puis oui, j'ai parlé un petit peu avec Paul de ce qui s'est passé, mais je voudrais juste revenir sur le dernier tableau. J'essaie de comprendre, le tableau, il a été fait pour la SSF ou pour que nous, on l'utilise aussi? J'essaie de comprendre, parce que vous avez dit que c'est pour nous aider à, tu sais, comme le comparatif que tu as dit, là, tu sais, il y a, dans votre rapport annuel, qu'est-ce que nous, ça va nous donner qu'on ait un comparatif? J'essaie de comprendre, là, excuse-moi, peut-être que je suis dans le champ, là, si c'est trop compliqué, on peut s'en parler plus tard, là, mais j'essaie de comprendre. Oui, puis désolée de faire référence à Toronto, c'est qu'on a beaucoup parlé d'impact collectif et de mesures communes. Fait que c'est un peu ça, c'est de dire avec chaque donnée, on est capable de donner un portrait qui est plus national, mais effectivement, on est capable de ressortir aussi les données, on serait capable de ressortir les données par province et territoire. Donc, on est capable de vous fournir ces données-là également, là. Donc, oui, ça donne un portrait plus national qui donne un poids supplémentaire aux actions, mais c'est sûr et certain que ça va être utile aussi pour chaque province et territoire, là. OK, parfait. Merci. De rien. Barbara, j'ai vu que tu avais un commentaire. Oui, qui a développé les définitions? Oui, donc ça a été un travail un peu évolutif. Il y a plusieurs définitions que ça a été juste un consensus ici par la SSF. Il y a d'autres définitions qui étaient déjà présentes dans d'autres documents, comme par exemple les différents types de partenaires. C'est vraiment les définitions de vers l'unité pour la santé qu'on a utilisées. Tous les termes au niveau des extrants, de la gestion sur la mesure de résultat, ça a été des efforts avec les définitions qu'on a de Santé Canada, d'autres que nous, on a développées, et aussi des définitions qu'on a prises, par exemple, au Conseil du Trésor. Donc, ça a été différentes sources pour la définition dans le lexique. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur la structure ou sur les indicateurs comme tels ou sur l'utilisation des données? Maggie? Oui. Excuse, c'est Barbara. Oui. Moi, la raison pourquoi est-ce que c'est que je disais ça, j'ai été surprise par la définition des institutions de formation. Je trouve que des fois, plus on définit serré, plus on exclut. Faut pas oublier que dans la santé en français et dans les institutions de formation, moi, je ne l'ai pas vu de même dans le modèle vers l'unité pour la santé. Je ne veux pas m'affiner aujourd'hui. Je veux juste dire que des fois, quand on met les cadres trop étroits, on finit par ne plus avoir personne d'autre que ceux que Santé Canada veut qu'ils soient dedans. On travaille, par exemple, avec les écoles secondaires francophones pour influencer les choix de carrière quand ils vont dans les institutions de formation post-secondaire. Je suis pas sûre que les écoles n'ont jamais été perçues comme des institutions de formation. C'est pour ça que je dis, des fois, si on fait nos définitions trop étroites, c'est triste. Je ne veux pas décoller une discussion, je fais seulement le commentaire que je trouve qu'on s'en vient très... je comprends qu'on veut mesurer, mais c'est comme, par exemple, dans les projets, moi, j'aurais vu, puis je sais pas, Maggie, si tu pouvais avancer, je pourrais te donner exactement, quand vous parlez des projets, puis vous mettez Café de Paris, puis Franco-Doc, puis celui-ci, puis celui-là, vous excluez tous les autres.
Ça fait que donner des exemples, mais nommez pas seulement ceux-là. C'est comme si un réseau ne pourrait pas faire preuve d'innovation et développer un autre programme que ceux-là. Puis si ça avait été le cas, ben, vous n'auriez jamais eu les cafés de Paris là-dedans qui n'avaient pas été inventés par la gang d'Horizon au Nouveau-Brunswick. Ce que je veux dire, c'est que ne mettez pas les cadres trop étroits parce qu'il n'y a plus rien d'autre. Me suis-tu? Oui, oui, non, je comprends. Puis c'est un peu un défi qu'on a aussi parce que si on veut arriver à être assez précis dans notre mesure, il faut quand même se donner un certain cadre. Mais je comprends ton point tout à fait. Puis ce qu'on essaie de faire aussi avec les définitions, c'est de se dire, OK, quand on regarde un peu le contexte de tout le monde, c'est quoi le point commun, puis c'est quoi la réalité. Rebonjour. Donc, dû à une panne d'électricité à nos bureaux, l'enregistrement du café virtuel n'a pas pu se télécharger au complet. On a donc décidé de réenregistrer la dernière portion du café afin de vous donner l'occasion de voir les dernières diapositives et aussi de répondre aux dernières questions qui nous avaient été posées. Donc, sans plus tarder, on va passer aux prochaines étapes. Donc, comme vous avez vu dans le calendrier un petit peu plus tôt, l'étape de la conception, on était rendu avec vous dans la validation, donc l'étape d'appropriation au niveau des indicateurs. Donc, c'est par SurveyMonkey pour les directions générales qu'on a décidé de faire l'appropriation, donc pour une période d'1 mois environ. Ce que vous allez retrouver dans le SurveyMonkey, c'est vraiment dans l'objectif de consultation au niveau de la clarté des indicateurs, puis voir si ça représente bien nos besoins. Vous allez retrouver le tout dans la note hebdomadaire. Donc, le tableau des indicateurs, c'est un tableau PDF d'environ 4 pages qui détaille la structure qu'on vous a présentée un petit peu plus tôt. Également, vous allez retrouver le lien vers le sondage SurveyMonkey et l'enregistrement du café virtuel est disponible, ainsi que les diapositives qui sont présentées aujourd'hui. Donc, vous allez avoir jusqu'au 29 mars pour remplir ce sondage-là. Et ce sont des questions quand même assez simples, mais vraiment entourant le tableau des indicateurs. Donc, est-ce qu'il manque des indicateurs? Est-ce qu'ils sont clairs? Et est-ce que vous avez des commentaires, suggestions au niveau de la méthodologie et des définitions? Il y a aussi 2-3 questions au niveau du processus comme tel, donc le processus de la stratégie globale de performance. Il y a aussi 2-3 questions qui se rapportent à ce niveau-là. Donc, ça m'amène à poser les 2 questions qui ont été posées par 2 de nos participantes hier lors du café virtuel. Donc, la première question était, dans le SurveyMonkey, est-ce qu'on va retrouver comme tel ce qu'on retrouverait dans l'outil de collecte qu'on souhaite élaborer ou simplement les indicateurs? Donc, la réponse, c'est vraiment seulement les indicateurs. Donc, le tableau, c'est vraiment pour qu'on s'entende sur qu'est-ce qu'on veut mesurer avant de l'intégrer dans un outil, dans une plateforme comme telle. Donc, c'est vraiment un travail qui est à faire en amont avant la production d'un outil. La deuxième question qu'on avait, c'était dans le même sens, c'est-à-dire, est-ce que c'est possible pour les directions générales de donner des recommandations ou des suggestions par rapport à des logiciels qu'ils connaissent, des plateformes qu'ils ont utilisées ou des firmes tout simplement qui se spécialisent dans l'élaboration d'outils comme on le recherche? Donc, oui, la question va se retrouver dans le SurveyMonkey. Donc, vous allez pouvoir avoir la chance d'indiquer vos suggestions à ce niveau-là si vous en avez besoin, si vous en avez. Donc, entre-temps, on débute le cycle 2019-2020, donc avec la production des plans de travail. La date limite est le 11 mars, qu'on se rappelle. Il y a aussi la fin du cycle 2018-2019, avec les rapports semestriels. Donc, vous allez recevoir les gabarits environ le 13 mars et vous aurez jusqu'au 10 avril pour les remplir. De plus, comme on a mentionné tantôt, le prochain café virtuel qui aura lieu est au sujet de l'appropriation de l'évaluation finale de destination 13-18 qui est fait par la firme PGF, donc qui aura lieu le 22 mars prochain. Donc, entre-temps, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me contacter. Je suis vraiment la personne ressource dans ce dossier-là et n'hésitez pas à me contacter. Merci, bye bye.